Bienvenue dans Médecin qui es-tu, le podcast qui vous plonge dans l'univers captivant du monde médical. Chaque épisode vous offre un regard intime sur la vie des médecins, leurs défis dans le monde professionnel et leurs passions en dehors des salles de consultation. Je m'appelle Maxime Garcia, bienvenue et bonne écoute. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Médecin qui es-tu, un épisode aujourd'hui qu'on fait avec Marie. Salut Marie. Salut. Marie Mers, tu es externe en médecine, Oui. chef d'entreprise, joueuse de rugby, réserviste pour le service de santé des armées. Et donc je suis encore face à une personne qui bouscule et qui crée son passage, on va dire. Il y a plein de choses à raconter, visiblement, puisque tu as une vie remplie de choses, d'objectifs. Donc merci de prendre un petit peu de temps. Ça va ? Très bien. Ouais. Je suis très contente de participer à cet entretien avec toi. Ok, cool. On est dans les salles de cours, Ouais. que tu as une prépa. C'est ça, Médecine. à Toulouse. Ouais. On va en discuter parce que t'es en quelle année là de médecine ? Là, je rentre en 5e année. Ok, normal. 5e année, une prépa médecine et tout ce que j'ai cité tout à l'heure. Incroyable. Déjà, je le dis déjà, incroyable. D'où est-ce que tu arrives avant de commencer tes études de médecine ? J'ai toujours été aux alentours de Toulouse. J'habite à Quinte-Fonce-Grive, donc c'est vraiment Ok. pas loin. J'ai toujours été, j'étais à l'école à Quinte et après j'ai été au lycée et au collège à Toulouse. Ok, Donc je suis de la région. ok. Objectif médecine très tôt ? Ouais, Ouais. très tôt. En fait, j'ai eu un petit accident de la vie quand j'avais 5 ans qui m'a valu ma cicatrice à la joue. Ok. Ça a été mon premier contact en fait avec Je dis l'hôpital. ok, mais je l'avais pas calculé. Donc, Ça a été mon premier contact avec, on va dire, le monde médical parce que j'ai aucune personne de ma famille, même dans mon entourage un peu lointain, qui était de ce milieu-là. ok. Et dès que, le premier contact, ça a été un peu le coup de cœur, comme on voit un peu dans les films. Et où ça je t'a me suis pas dit, lâché, voilà. Et ça ne m'a pas lâché. J'ai jamais remis en question ce souhait-là. Je me suis toujours dit que je serais chirurgien Ok. dans ma vie. Alors peut-être que ce sera amené à changer avec l'internat qui arrive. Mhm. Mais en tout cas, je savais que je voulais faire partie du monde médical et je voulais être médecin. Ok. Et ensuite, le deuxième contact que j'ai eu, c'est encore suite à un petit accident de la vie. Je me suis fracturé la clavicule et j'ai dû me faire opérer. Et le chirurgien qui m'a opéré, je lui ai demandé directement s'il acceptait de me prendre en stage d'observation. J'étais en 4e. Ok. Et donc, je remercie encore le docteur Guinan qui m'a opéré de la clavicule et qui m'a ensuite pris en stage d'observation pendant une semaine. Et pareil, dès le premier jour, je me vois encore sortie de la clinique de l'Union en train d'appeler ma mère et de lui dire maman, je suis sûre, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Ça n'a pas changé. Depuis que j'ai 5 ans, c'était ça. Et là, ça Ok. confirme. Incroyable. Du coup, la scolarité se passe bien parce que tu peux avoir l'envie, mais après, scolairement, vrai. ça peut être compliqué. Tu as toujours été adapté à l'école, à ce qu'on t'a demandé collège, lycée ? Oui, j'ai quand même toujours été quelqu'un pas de scolaire, mais c'est vrai que j'avais, on va dire, des facilités que j'ai toujours su mettre à profit. J'ai quand même le goût du challenge. Je suis un peu une gagneuse. J'aime bien, j'ai un peu cet esprit compète. Ok. J'aime bien me surpasser. J'aime bien, avoir des bonnes notes. Et ça s'est toujours bien passé. Après, ça veut pas dire que ça aurait pu. C'était pas forcément le signe que ça allait bien se passer en médecine. On connaît tous des élèves qui étaient brillants dans les années collège-lycée et qui n'ont pas malheureusement réussi la première année ou inversement. Mais ça s'est quand même bien passé pour moi. Ok. Quelle est la forme du concours que tu passes en première année, toi ? Donc moi, je passe la dernière année de PACES. Ok. Je suis à Maraîcher, donc c'est encore l'époque où Toulouse était scindée en 3 facs. C'est plus le cas actuellement. Donc moi, je suis la dernière année avant la réforme de la PAS. Et donc j'ai mon concours en primant, ça se passe bien pour moi. Je suis assez c'est facile de dire ça, je pense, quand t'as réussi, mais je pense que je garde de bons souvenirs de ma première année. Mais encore une fois, voilà, je pense que quand tu réussis, c'est plus un souvenir nostalgique et tu effaces un peu la souffrance parce que je pense quand même que j'ai souffert, mais je m'en souviens plus comme de la nostalgie et des moments qui m'ont permis de grandir. Après, j'ai retrouvé des sensations. J'ai toujours été très sportive. J'appréhendais énormément le fait de devoir arrêter le sport en première année. Et au final, les raisons pour lesquelles je fais du sport, c'est vraiment l'adrénaline, la compétition, le dépassement de soi. Et en fait, c'est
des choses que j'ai totalement retrouvées en première année. Donc, en fait, ça ne m'a absolument pas manqué. Je pense que je fais pas vraiment du sport pour me dépenser. En fait, je fais vraiment du sport pour les sensations que ça procure, la compétition. Je sais que quand je m'étais cassé la clavicule, on m'avait proposé de continuer le judo juste en entraînement, mais ça, c'est pas quelque chose qui était envisageable pour moi. Donc voilà, moi, mon objectif, ça reste quand même toujours la compétition. Et c'est vrai que c'est des sensations que j'ai retrouvées, voilà, de l'adrénaline, de la compète en première année. Et donc, je me suis pas régalée, mais j'allais te dire presque que je m'étais régalée. Ok. Est-ce que tu as un esprit d'entreprise, je sais pas, au collège, lycée, tu as envie de créer? Parce que là, on va discuter d'un immense truc que tu as fait au cours de l'Externat. Est-ce que tu as un esprit de créer, d'entreprendre? Alors, c'est sûr que c'est quelque chose que j'ai toujours adoré. J'ai quand même mes parents qui ont leur entreprise à deux. Donc, je baigne dans ce monde, on va dire, entrepreneurial depuis que je suis petite. Et c'est vrai que j'ai un souvenir là qui me vient à l'idée quand on en parle. C'est j'avais un cahier depuis que je suis toute petite et la première page il s'appelait ce cahier Mes projets et dedans j'écrivais des trucs, j'avais envie de monter des assos, mais depuis que je suis toute petite j'avais envie de monter des entreprises, et ma sœur elle va rigoler en écoutant ça parce que c'est vraiment un souvenir que j'ai avec elle où elle ouvre ce cahier tout le temps en train de dire Marie mais t'en as pas marre d'avoir des projets, d'avoir des idées, de toute façon t'es fatigante quoi. Et ce truc de mes projets, c'est vraiment un truc que j'ai avec ma sœur parce que j'ai toujours plein d'idées, pas forcément qui aboutissent, mais c'est vrai que depuis toute petite, j'ai cette envie de créer, j'adore avoir des responsabilités. J'adore. Voilà. On a fait un épisode là, on enregistre, il n'est pas sorti encore l'épisode avec Anne, il va sortir bientôt. Il y a quelque chose qui au fond de vous qui vous dit d'entreprendre, de faire des choses. Tu le ressens comme ça, toi aussi? Ah oui, totalement. Et c'est rigolo parce que c'est toujours quelque chose que j'ai craint j'avais peur de perdre ça en étant médecin. Parce que je m'étais dit, ben voilà, je suis passionnée par la médecine. C'est un milieu que je connais pas du tout. Mais je ressens au fond de moi que j'ai envie de faire ça. Et à la fois, je voyais mes parents avec leur entreprise et je me disais, mais j'ai trop envie d'entreprendre. Je me sens vraiment je ressens cette fibre-là du management et de la Alors, gestion. C'est vrai que la nature des deux professions est strictement à l'opposé. Mais en disant ça, peut-être que finalement non, puisque... Alors, les facs ne nous l'apprennent pas, l'esprit d'entreprendre ou même la gestion d'un cabinet, parce qu'on ne finit pas tous en milieu hospitalier. Mais si on finit en libéral, il faut des qualités d'entrepreneur, de gestion humaine, etc. Donc, ils sont deux professions très opposées, alors que finalement, on peut avoir l'un et l'autre. Et c'est pour ça que tu as, dès la troisième année. Dès la deuxième année. Dès la deuxième année, tu t'es dit que tu allais te Alors, chauffer? ça a commencé progressivement. Je me suis pas dit, dès la deuxième année, je vais monter mon entreprise, je vais créer. La première idée que j'ai eue et que j'avais même avant de faire médecine, c'était quand je serai en deuxième année, si je passe, j'ai envie d'aller dans mon lycée et de faire des cours au terminal qui sont motivés par cette filière-là, qui ont envie de faire médecine. Parce que c'est vrai que moi, je venais d'un milieu où il y avait aucun médecin. Et j'ai senti quand même la différence entre ceux qui baignaient dedans, qui avaient leurs frères, leurs sœurs, leurs cousins qui l'avaient fait, qui connaissaient les prépas, les bonnes, les mauvaises à Toulouse, etc., qui avaient les bons contacts et qui savaient comment s'y préparer. Moi, je sais que je suis arrivée, je me suis inscrite un peu à l'arrache à la prépa que tout le monde connaissait à Toulouse. Je me suis pas posé plus de questions que ça. J'avais l'impression qu'il y avait que ça qui existait parce qu'on avait vu un peu des flyers par-ci par-là avec mes parents, mais vraiment, j'y connaissais rien. J'ai été hyper déçue d'apprendre en fin de terminale que les terminales santé, ça existait. Je pensais même pas que c'était possible et je m'étais dit mince, ça m'aurait trop plu de faire ça. J'ai donné des cours à des terminales. Ah ouais, c'était cool. Et du coup, je m'étais dit voilà, j'ai envie que dans mon lycée au moins les personnes se renseignent au plus tôt parce que en ce qui concerne l'organisation et la méthode, c'est quelque chose, plus tu l'anticipes, plus tu réfléchis à comment est-ce que tu vas aborder l'épreuve, plus c'est facile à aborder. Et du coup, je m'étais dit que je voulais faire ça. Et alors, la petite histoire, c'est que directement, donc j'ai ma première année, je rentre en deuxième année, j'envoie un mail au directeur de mon lycée en lui disant voilà, j'ai un projet, il n'était même pas question de rémunération, c'était pas ça le truc, c'était vraiment j'avais envie pour le kiff quoi, de coacher un peu des terminales. Et en fait, je prends un énorme vent. Il me dit non, c'est trop compliqué. On n'a pas l'énergie pour mettre ça en place. En ce moment, il y a plein de choses en interne qui se passent pas forcément bien, donc ce sera pas pour cette année. Et donc, j'étais hyper déçue, mais de cette déception, je me dis
pourquoi je me fixe comme objectif forcément d'être dans mon ancien lycée. Je peux aussi potentiellement aller, entre guillemets, démarcher d'autres lycées. Et donc, je vais au lycée qui était dans la rue en face, enfin, pas très loin. L'autre gros lycée privé de Toulouse. Et au culot, je vais voir la directrice. Je lui dis, vous me connaissez pas, c'est normal, j'étais pas élève chez vous, mais j'ai une idée. Je pense que ce serait chouette de mettre ça en place. Et là, pour le coup, elle est hyper partante. Okay. Et donc, je commence avec mes 20 premiers élèves de terminale qui s'inscrivent et je donne tous les mercredis après-midi de 14h à 16h, voilà, des petits cours. Je faisais strictement la même chose. C'est vrai, c'est génial. Et alors, pour la petite histoire, pour finir la boucle, c'est que en fait, du coup, quand mon ancien lycée a compris que je faisais ça dans l'autre lycée un peu concurrent, ils m'ont rappelé pour me dire l'année prochaine on est d'accord, on a vu que tu avais fait ça au lycée d'en face et en fait on a envie que tu fasses pareil chez nous. Ok, alors du coup tu dis que tu es la dernière année format PACES. Alors, on rappelle format PACES, c'est 2 quadrimestres, un concours janvier, un concours mai, avec une inscription par tirage au sort. En tout cas à Toulouse c'est comme ça, je sais pas dans d'autres villes comment c'est, mais il y a une inscription un peu par tirage au sort initialement à la sortie de la terminale. On passe le concours, voilà. Le nouveau format, dès que tu sors, parce que du coup tu dis que tu donnes des cours, mais tu as dû aussi t'adapter à cette nouvelle formule de première année. Mais c'est aussi ça qui a fait ma force, je pense, parce qu'en fait, du coup, j'ai été hyper à la page, on va dire directement. Je me renseigne et je suis toute jeune, donc j'ai des amis qui ont juste un an de moins que moi, qui sont en plein dans la réforme et pour qui ça marche. Donc, en fait, ça m'a permis d'avoir les idées hyper nouvelles, de savoir exactement quelle était la réforme en question, et donc j'ai pu directement m'adapter et j'ai pas eu en fait à avoir la phase de je fais les cours pour les PACES et ensuite je me transforme pour les PASS. J'ai directement attaqué en format PASS, en format LAS, et donc j'ai pas eu de soucis de transition. Tu nous les racontes, format PASS et format LAS? Alors aujourd'hui, il y a 2 voies d'accès pour rentrer en deuxième année de médecine et même autres, odonto, maïeutique, pharmacie. La PASS, donc c'est un peu, ça ressemble beaucoup à la PACES, la même difficulté, on va dire, dans l'intensité qu'il faut mettre. Il y a eu un film première année, ça ressemble, c'est un peu l'idée qu'on se fait de la première année. On s'inscrit comment en PASS? Alors, c'est un peu plus sélectif qu'avant. Par exemple, à Toulouse, avant, du coup, il y avait 3 facs à 2000 élèves, donc on était à peu près 3000 par an. Là, ils sont 1200. En tout. Donc c'est plus difficile. Il faut quand même les profils à entre 10 et 12 de moyenne, ils ont plus de difficultés d'accéder en PASS. Quand même une inscription spontanée sur Parcoursup, oui. Mais il y a une sélection qui est un peu plus difficile, tu vois. De la part de la fac. Je sais que moi quand j'étais en PACES, t'avais des gens qui venaient de techno, de pro, peu importe, ils s'inscrivaient, quasiment tout le monde était pris. Là maintenant non, il faut avoir fait le bac scientifique, il faut au minimum avoir pris physique, chimie, maths, etc. Donc là c'est un peu plus sélectif, c'est pas non plus une prépa excellente, mais c'est un peu plus sélectif. Ces PASS, ils ont toujours leurs 2 concours janvier-mai? Non, ils ont un concours en décembre et un concours en mars. C'est beaucoup plus condensé. Le programme est quasiment similaire, mais en fait c'est très 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 condensé. Donc là aussi il y a un enjeu qui est un peu différent, même dans le coaching et dans l'approche qu'on a avec nos élèves, c'est que c'est brutal, quoi. Ça, voilà. Et donc l'anticipation dont on parlait tout à l'heure, la terminale santé potentiellement, et le fait de réfléchir déjà, de se préparer psychologiquement au niveau de l'organisation, etc., elle est d'autant plus bénéfique que c'est vraiment presque un sprint, plus encore qu'un marathon comme ne l'était la PACES. Il y a 2 résultats, il y a 2 classements. Alors ils veulent plus donner les classements maintenant, donc c'est un peu plus compliqué. Ils ont les classements qu'à la fin, tu sais pas ton classement intermédiaire. Et c'est surtout qu'ils ont intégré une épreuve orale après les écrits. Donc en fait, si tu veux, la moitié cette année par exemple, le numérus c'était 152. Donc la moitié du numérus, donc les 76 premiers, eux, ils ont accès à médecine directement sans passer l'oral après les écrits. Et ensuite, à partir du coup du 77e jusqu'au 250-300, là, ils ont un oral à passer qui compte pour 1/3 de la note. C'est-à-dire qu'ils ont 1/3 le premier semestre, 1/3 le second semestre et 1/3 l'oral. Donc ça remanie énormément, ça distribue énormément les cartes. C'est un oral qui a pour but, qui a été intégré pour essayer d'avoir un peu plus de
de faire rentrer un peu plus l'empathie dans la balance de la sélection. C'est pas un oral de cours. Il pose pas des questions de cours. Il y a rien à réviser à part la méthodologie de l'oral. C'est un oral qui est basé sur une analyse situationnelle. On va te mettre face à une situation. Tu vas rigoler, mais l'anal cette année, ce qui est tombé, c'est t'es à un mariage et tu surprends le mari en train d'embrasser une autre femme. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois, c'est vraiment pas du tout de la médecine, c'est pas du tout, et c'est vraiment du tac au tac, t'as 0 temps de préparation. Alors, pour le coup, tu vois, moi je trouve que, je me dis que c'est quelque chose qui manque au cours de notre cursus, etc. Mais là, de ce que tu me présentes, j'ai l'impression que il y a pas de comparaison d'un étudiant à un autre. La grille de notation, elle doit être hyper délicate. Et ils ne la fournissent pas, ça c'est dommage parce que tu as toujours des surprises. Nous, on coach les étudiants du coup depuis 3 ans maintenant à cette épreuve qui est l'oral parce que il faut s'entraîner énormément. Et c'est vrai que tu as toujours des surprises et tu peux pas, tu demandes des justifications mais tu n'en as pas de la part de la fac. Mais voilà, ça dépend toujours de la personne avec qui tu es en face, du feeling. Ouais. Les sujets, ils sont quand même différents les uns des autres. Tu peux tomber sur un sujet qui te plaît, un sujet qui est un peu moins inspirant. Ça, c'est le cas de tout le monde. Mais c'est vrai que je trouvais que c'était un peu plus impartial s'il y avait 100% d'écrit. Et à la fois faire rentrer l'aisance à l'oral, la confiance en toi, la façon dont tu te comportes, la façon dont tu agis, dont tu parais, bien sûr que c'est important en tant que médecin. Donc peut-être que le format il est pas idéal, c'est très très disparate entre les facs. T'as des facs c'est des questions de cours, t'as des facs c'est des questions de culture générale, t'as des facs ils ont 3 oraux, nous on en a 2, il y en a c'est 20 minutes, nous on est 10 minutes, il y en a c'est un exposé préparé à l'avance que tu... Enfin voilà, c'est entre les facs il n'y a pas du tout d'homogénéité. Et donc c'est un peu l'égalité des chances, parfois tu te poses la question. Ensuite, la LAS. Ouais. Alors ça, la LAS aussi, c'est un grand sujet parce que donc pour finir sur la PASS, donc c'est 80% de ta note, c'est du coup la médecine comme on l'imagine, la PASSES, et tu dois en parallèle passer une mineure qui est une licence autre, typiquement une licence de droit. Donc en gros, en parallèle de ta PASSES d'avant, en parallèle de ta PASS, tu dois passer des épreuves dans une licence informatique, droit. Non, mais là, t'es en train de me faire halluciner. C'est vrai que c'est... en fait, ils veulent donner l'opportunité aux gens qui ont échoué de se réorienter, et même pas de se réorienter, mais en fait de continuer en 2e année de la licence qu'ils avaient en mineur. Je sais pas si tu me suis, mais en gros, tu passes une première année de PASS, en parallèle, tu passes une première année de droit. Si tu échoues ta PASS, tu peux accéder en 2e année de droit, et donc tu perds pas une année. Donc ils veulent absolument une bouée de sauvetage ou une roue de secours. Exactement, c'est totalement l'objectif. Ok. Sauf que donc, c'est pareil, cette mineure à Toulouse, elle est classante, c'est-à-dire que tu as des notes qui sont ultra disparates entre les gens, puisque donc tu dois t'envoyer en médecine et tu dois t'envoyer sur ton... Exactement. Ah ouais, okay. Ouais, elle est classante, donc tu as une note en informatique et tu vas être comparé à quelqu'un qui avait une note en droit et quelqu'un qui a une note en éco, et puis voilà. Ça donc fait 3 ans que c'est en place ? Ouais. C'est stable, Alors, moi, je pense que ce serait chouette que la mineure ce soit pas classant. C'est un peu comme les Écosses. Mais que ce soit juste validant, qu'ils demandent de la valider à 10 et que ça rentre pas dans le classement, parce que c'est vrai que les classements, forcément, c'est injuste. Quand tu dois comparer une épreuve de droit à une épreuve d'informatique, ça n'a aucun... tu peux pas comparer. Un 18 et un 18, c'est pas les mêmes 18. Donc, même s'ils essayent de mettre en place un lissage ou ils essayent de faire des formules mathématiques pour que toutes les moyennes soient à peu près équivalentes, etc. Ça reste quand même injuste. Donc, il y a beaucoup de facs qui font des mineurs validantes, et moi, je suis pour ça. Après, c'est une expérience. Tu vois, tu te retrouves en 2e année, tu as fait une première année de droit. Bon, ça participe à ta culture G, ça participe à... Mais c'est sûr que ça rajoute une quantité de travail qui est énorme, un stress qui est énorme. La majorité des étudiants, ils prennent cette mineure parce qu'ils doivent la prendre et pas parce que ça les intéresse de se dire je vais accéder en 2e année d'informatique si jamais j'échoue. Donc, l'objectif premier de cette réforme, il est peut-être pas forcément à 100% rempli. Et alors, la LAS, n'en parlons pas. La LAS, c'est une majeure d'une licence autre, par exemple majeure informatique, et une mineure santé. Donc ça veut dire que 80% de leurs notes, 70, c'est de l'informatique ou du droit ou autre, ou de l'éco, et 30% leur santé. Et tu dois briller, tu dois exceller dans ta licence en informatique ou en chimie ou en droit. Et si tu es le meilleur de cette licence-là, si tu fais partie des meilleurs de cette licence-là, tu peux accéder en 2e année de médecine. Automatiquement, ou il y a...
Et ouais, automatiquement. Ah ouais. Enfin, il faut que tu valides ta mineure santé. Mais c'est quasiment automatique. Et donc, c'est vrai qu'on se retrouve en deuxième année avec des profils hyper disparates. Donc, la fac à Toulouse a mis en place ce qu'ils appellent un UE aide à la réussite, qui est obligatoire pour les LAS, puisqu'en fait, ils ont un retard énorme sur le programme en termes d'anatomie, en termes de physio. Non, mais écoute, on va parler de toi, mais là, tu m'as scotché. C'est fou, cette usine à gaz que c'est. Bon, c'est très anxiogène quand même. Très anxiogène. Et puis, il n'y a aucune visibilité. Ok, bon, très bien. Et pas de redoublement pour la passe. Ça aussi, c'est quelque chose de nouveau. Tu fais ton concours décembre et mars. Ouais. Et rideau. Rideau. Il y a une petite, il y a la possibilité d'accéder en LAS 2. Si tu veux qu'on rentre dans les détails, tu peux aller donc du coup en deuxième année de ta fameuse mineure que tu as pris en deuxième année de droit. Et là, si tu brilles en droit, tu peux rebasculer en deuxième année de médecine, alors que tu n'auras pas fait de médecine pendant un an. Bon, bref. J'aimerais bien être des fois dans les bureaux des gens qui décident, parce que là, c'est quand même difficile à lire pour les étudiants. C'est bon, ok. Mais toi. Tu as décidé de venir en aide à tous ces gens. C'est ça. Toi et vous, puisque tu n'es pas toute seule. Non, je suis pas toute seule. Tu as monté une prépa pour venir coacher, sublimer tous ces gens. Quelle est l'idée? Ça part d'où? Donc, tu étais en train de nous parler du lycée. Ouais, mais en fait, ça part de là. C'est que j'ai 20 élèves que je suis pendant un an de terminale qui me font confiance. Et à la fin de l'année, je me dis, mais mince, ces élèves-là, je vais les confier à des prépas autres à Toulouse. Ils vont faire des pré-rentrées. Des stages donc pendant l'été où ils vont revoir des choses que nous on a déjà vues, donc en fait j'avais la sensation qu'ils allaient faire un peu du surplace puisqu'ils avaient déjà vu des notions, qu'ils allaient devoir les revoir puisqu'ils allaient être mélangés à ceux qui l'avaient pas fait. Et donc je me suis dit mais allez, je leur en parle, je leur dis est-ce que vous êtes chaud pour faire une pré-rentrée spécifique pour vous, pour qu'on continue le programme et que vous ne fassiez pas du surplace et qu'en fait vous continuiez à prendre de l'avance puisque vous avez bien bossé cette année et ça pourrait être bénéfique pour vous. Et en fait ils sont hyper partants, ils me font confiance et puis de fil en aiguille je me dis pourquoi que la pré-rentrée, pourquoi pas faire aussi la suite. Et cette pré-rentrée elle a quelle forme en fait, parce qu'il faut des locaux, il faut peut-être est-ce que il y avait fallait la payer cette prépa pour eux? C'est ça. T'as dû t'organiser pour monter plein de choses? Totalement. On a du coup cherché, donc on était 2, on a vraiment cherché à un local au plus vite. On a créé des auto-entreprises. Enfin, au début, ça prenait vraiment une forme qui était... On était un peu c'était à moitié à l'arrache, quoi. On savait pas trop. On était là, bon, on fait que ça en one shot, une année pour ces 20 élèves, puis on se projetait pas du tout. Et en fait, de fil en aiguille, ça commence à prendre de l'ampleur. T'as les parents qui te font confiance, qui te confient leurs élèves, leurs enfants, alors que, il y a pas le droit au redoublement. Et t'as une quinzaine d'élèves sur les bras qui te font confiance et t'as les parents qui te les confient. En te disant je sais que c'est l'année presque la plus importante de la vie de mon enfant et pourtant qui paye et qui paye pour être avec vous, donc forcément ça met la pression et forcément t'as envie de faire les choses bien. Et donc bien sûr il y a des nuits où on n'a pas dormi parce qu'on voulait un contenu de supra qualité. C'était pas question qu'on bâcle, c'était pas question qu'on trahisse la confiance en fait qui nous a fait. C'est grâce à eux qu'on en est là aujourd'hui, parce que s'ils nous avaient pas fait confiance, on se serait la première année ça aurait été la plus difficile. Tu peux pas te réveiller un matin et te dire je vais monter une prépa. Comment tu attires les premiers, comment tu démarres, c'est trop compliqué. Et en fait, c'est venu presque d'eux. C'est presque eux qui nous ont dit mais en fait Marie, on n'a pas envie d'être accompagné par d'autres personnes que toi. Avec toi, ça se passe super bien. On adore comment tu parles, ta pédagogie. Donc on te fait confiance. Et donc en fait, c'est presque eux qui m'ont mis devant le fait accompli et moi qui me suis dit ok, il faut qu'on monte un truc là vite, vite et bien. Donc là, à ce moment-là, t'es en P2, toi, deuxième année de médecine. C'est ça. Avec des cours le mercredi après-midi que tu donnes aux lycéens. Exactement. Toi, t'es OK côté P2, tu bosses tes cours, ça va bien. Ça. Et ton partenaire, tu le trouves comment? Comment vous montez votre équipe? Alors, en fait, lui, il était... du coup, j'étais avec Maxime, qui est mon copain, et qui, à cette époque-là, lui, il avait redoublé. Okay. Donc, on avait 1 an d'écart. Et on s'est... très vite, très bien entendu, et on avait très vite les mêmes idées et les mêmes projets. Et la fibre était très, business voilà, c'est ça. commune. On était très complémentaires. Alors lui, il n'était pas du tout
comparé à moi de ce monde entre guillemets entrepreneuriat. Mais il y a à côté de ça, on avait beaucoup de forces complémentaires qui nous ont permis d'en arriver là. Et donc on s'est motivé pendant cette année. Donc lui, c'était à la sortie de sa PACES et moi, c'était entre ma P2 et ma D1. Et on a directement charbonné à fond pour créer du contenu qu'on pensait idéal. En fait, si tu veux, cette idée-là, je l'ai aussi eue parce que moi, en PACES, donc j'avais une prépa et j'ai arrêté ma prépa au bout de 2-3 mois. Pas satisfaite parce que j'avais l'impression que c'était trop chronophage, que ça me prenait plus de temps que ça m'en faisait gagner. Et en fait, autour de moi, j'avais plein d'amis qui avaient des prépas différentes. Et tout le monde, j'avais pas la sensation que des gens étaient vraiment satisfaits à 100% de la structure dans laquelle ils étaient. Okay, ça m'a permis de créer comme un cahier des charges, en fait, de la prépa, que je vais dire idéale. En tout cas, selon moi, c'est subjectif. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, cette prépa, elle n'existe pas. Pour moi, la prépa idéale, celle qui assemble tous les avantages que chacun recherche sans les inconvénients dont tout le monde se plaint, elle n'existe pas. Donc, let's go. Je vais créer la prépa dont j'aurais rêvé bénéficier et pour sûr que je n'aurais pas arrêté en cours d'année. En gros, c'est un peu ça l'idée. Donc, du coup, ce cahier des charges, tu nous fais un petit récap de ce que tu voulais. C'est une ambiance hyper positive avec des profs qui sont là pour te coacher vraiment en termes de méthodo et d'organisation et pas uniquement pour t'enseigner des cours, qui sont aussi là pour t'apprendre à être le meilleur en passe et pas t'apprendre à être le meilleur en maths ou en physique. C'est vraiment un coaching global que je pense que les étudiants ont besoin, autant dans la santé mentale qui est hyper important, dans l'équilibre, dans le sport. Tu as besoin de trouver, d'avoir quelqu'un qui t'accompagne dans ton organisation globale. Et ensuite, avec une ambiance positive, avec des petits groupes. Tu vois, nous, nos séances, elles sont à 6-7 grand max. Les effectifs, ils sont réduits. Tous les profs, on se connaît avec les élèves hyper bien. Tu as une vraie proximité. Tu as les cours à l'avance. Tu vois, il y a plein de choses qui, pour moi, étaient nécessaires. Tu pouvais pas demander à tes élèves de taper tes cours en amphi. C'est trop chronophage. Donc ça, c'est des choses, un apprentissage hyper centré sur les QCM, ne pas négliger les QCM, tout ça. Voilà, plein de petits points dans ce cahier des charges-là qui au final n'était pas rempli par une prépa, en tout cas à mes yeux. Et donc je me suis dit, il y a un passage. Il y a un truc à faire, même s'il y a beaucoup, il y a presque une dizaine de prépas à Toulouse. Donc tu as beaucoup de concurrents, tu te dis, mais jamais tu vas réussir à te faire ta place. Et pourtant, en fait, ça a marché dès le début. On a eu une très très bonne première promo. Okay. Justement, ces 20 élèves-là dont on parlait, ils ont été hyper bons. Donc on a eu des super résultats dès les premières années. Et ça a vraiment permis au bouche à oreille de se faire et à nous de grandir. Bravo, mais pour lancer une prépa, oui. Il faut des locaux, il faut payer des employés, il faut du coup passer par des banques, il faut ceci, il faut cela. Là, tu nous fais un truc... un récap incroyable, mais est-ce qu'il y a eu des embûches ? Bien sûr qu'il y a eu énormément d'embûches, d'échecs, de rebondissements, et je pense que si on en est là, c'est... Pour côté finance, donc le business plan, il repose sur des élèves qui payent leur prépa. Exactement. On sait que c'est pas tout le temps donné. Et toi, tu as dû solliciter des banques pour... avoir des locaux. C'est ça. Là, actuellement, on est dans nos locaux, donc on a réussi en 3 ans et je suis hyper fière de dire qu'on a réussi à construire des locaux. On avait un terrain, on a construit en 2-3 ans ces locaux-là. Donc, bien sûr, il a fallu de l'argent et pour ça, il a fallu que les banques nous fassent confiance. Sauf que, évidemment, que quand tu as à peine 19 ans et que tu vas voir la banque et que tu lui dis « j'ai une idée, donne-moi des centaines de milliers d'euros », la banque, elle te dit t'es pas en CDI, donc non, t'as 19 ans, tu vas tout claquer dans autre chose que ce pourquoi tu me promets, donc non, en fait. On a pris en fait, à la base, on a pris un courtier. Donc une personne qui était censée avoir des contacts avec les banques et leur dire voilà, ce projet il est top, faites-leur confiance.
Et en fait, on a fait un flop total. Ils nous ont dit, le courtier nous a dit, mais les gars, vous y arriverez jamais. Moi, je vois très bien en vous votre motivation et le fait que vous allez y arriver, mais les banques ne vous feront jamais confiance. Et donc, on s'est dit, en fait, la valeur, c'est nous les vendeurs. Donc, passer par un courtier, en fait, ça nous a plus desservi qu'autre chose. Et donc, on s'est dit, on y va nous, allez, on y va, on prend un petit dossier, un petit truc, on a fait un petit business plan et c'est à nous d'aller voir les banques et de leur parler des yeux dans les yeux, leur expliquer, mais vous pouvez nous faire confiance, quoi. On a notre truc, ça va fonctionner. On a déjà des élèves qui sont contents, on a déjà des parents qui sont contents, on est déjà recommandés. On veut grandir, faites-nous confiance. Et donc, on a eu la chance d'avoir cette banque qui nous a suivis. On peut la nommer, on s'en fout. On peut la nommer. C'est Crédit Mutuel. Merci à eux. Cœur. Non, c'est génial parce que c'est eux qui nous ont permis de nous lancer et qui ont permis qu'on en soit là aujourd'hui parce que personne ne nous faisait confiance. On a eu énormément de gens qui nous ont dit mais vous êtes des fous, pourquoi vous vous lancez dans ça, c'est parce que au début tu fais ta petite entreprise dans un petit appart, tu fais tes petits cours. Il y a zéro risque, mais là tu commences à te prendre des centaines de milliers d'euros de crédit et tu te réveilles le matin, tu te dis ok, là maintenant il va falloir bosser, en fait on peut plus s'arrêter parce que si tu t'arrêtes t'es endetté à la mort et sauf que là on est 3 ans après le début on est quand je suis en an direct entre l'année de ma aujourd'hui on est 3 ans après. Okay. Donc, en fait, si tu veux, on a fait une première année dans un appart à l'arrache, une deuxième année où on a trouvé cette maison qu'on a achetée, qui était une maison des années 50, invivable, avec de l'amiante partout, qu'on a dû retaper un été à fond, une histoire de dingue, pour au final réussir à avoir, on va dire, juste tout le rez-de-chaussée à notre disposition dans lesquels on faisait les cours. Nous, on avait une chambre en haut, on dormait, on n'avait pas de cuisine, on n'avait pas de salon, on avait zéro intimité. Mais pendant 1 an, du coup, on se dit, c'est passage obligé. Pendant cette année-là, on fait le permis de construire. On demande le permis de construire pour ces locaux-là, qui sont en fait du coup sur le terrain de la maison qu'on a achetée. Et donc, on a le permis qui est validé et on commence les travaux en juillet 2023, en juillet 2023, c'était juste l'année dernière, et on se dit, on promet aux élèves que le 30 août 2023, ils pourront faire la pré-rentrée dedans. Donc autant te dire qu'en 2 mois, et c'est pour ça aussi qu'on a fait ces locaux en bois, c'est qu'en fait c'est du préfabriqué et que du coup en un été ça a été monté et ça a permis la rapidité du truc, quoi. Ok, bravo. C'est une incroyable histoire. J'espère que vraiment ça va continuer, que vous faites ça bien. Les promos, là, vous avez une promo de combien d'étudiants ? Là, entre tout, si tu comptes les passes, les LAS, les terminales, les lycées, etc., on est à peu près une centaine d'étudiants par an. Vous proposez aussi la terminale santé ? Du coup, oui. Et on est toujours dans les lycées vous allez dans les lycées Oui, et en plus, on fait aussi de la terminale ici. Incroyable. Toi, du coup, t'es en quelle année là de médecine ? Là, je suis en 5e année. Donc, en fait, si tu veux, j'ai pris une année quand même de césure entre ma D1 et ma D2. Année de césure, c'est entre parenthèses médecine. C'est ça, entre parenthèses, parce que tous ces projets, c'est quand même hyper chronophage. J'avais pas envie d'entacher non plus mes études pour ce projet-là. Beaucoup m'ont dit, mais Marie, en fait, arrête médecine. Tu vivras très bien ta vie grâce à ça. Ça suffit. Ne t'embête pas, quoi. Et bien sûr, moi, ça a jamais été une question que je me suis posée. Alors parfois, tu te dis, mais pourquoi ? C'est hyper. C'est génial tout ce qui nous arrive et on est hyper content, mais c'est vrai que parfois quand tu dois mêler ta vie d'étudiante avec ta vie de chef d'entreprise et toutes les responsabilités qui vont avec, c'est vrai que tu te dis mais pourquoi tout ça, pourquoi tu te concentres pas uniquement sur la médecine et comme tout le monde, quoi, et tu sors de temps en temps. Dans le podcast, je dis souvent qu'on est un peu monothème en médecine et ça nous appauvrit un peu et je trouve que c'est une richesse de creuser ailleurs, quoi. C'est clair. De creuser à côté. Mais on verra après en fonction de l'avenir dira et les résultats aux ECN diront, aux EDN
si je le regrette, tu vois, parce que j'ai pas non plus envie d'avoir entaché trop mon parce que forcément que j'ai entaché mon temps de travail. Après, j'ai peut-être pas entaché mon efficacité, parce que quand tu coaches des étudiants toute la journée à être meilleurs et à être performants, ben forcément que tu t'appliques aussi. Voilà, c'est ça. Tu t'appliques aussi ce que tu dis. J'espère que voilà, l'expression "les cordonniers sont les plus mal chaussés", elle s'appliquera pas pour moi. Mais c'est vrai que, enfin, c'est ce qu'on vit, c'est incroyable. J'ai une chance énorme de participer en fait à un des moments clés d'une vie des gens, à être associés à ce moment-là. Et puis les élèves et les parents sont hyper reconnaissants. C'est-à-dire qu'on a été invités il y a des élèves parfois qui font des soirées avec leur famille, avec leurs amis pour fêter leur réussite en première année, et ils nous invitent. Il y a des gens qui ont créé des amitiés à la prépa, qui font des colloques ensuite en deuxième année, qui nous invitent aux crémaillères. Enfin, vraiment, on est hyper proche de nos élèves, et ils sont hyper reconnaissants, et c'est juste génial, quoi. Parce que, alors après, tu partages aussi des déceptions, bien sûr, parce que tout le monde ne réussit pas. Mais pour l'instant, je touche du bois, t'as même de la reconnaissance de ces gens-là. C'est-à-dire que même les gens qui réussissent pas, ils se disent, franchement, j'avais tout pour réussir, et c'est moi qui ai pas fait le taf. Et je vous remercie quand même pour tout ce que vous avez fait pour moi, parce que franchement, c'était trop chouette, et je suis sûre que je suis bien, j'ai été bien lotie avec vous, et je vous remercie. Donc tout ça, c'est des choses qui me font vibrer, qui me font me réveiller tous les matins. Je pense pas que j'aurais quand même été fait pour une vie de médecine et dodo. Ça, c'est sûr que j'ai toujours été quand même multi. Enfin, j'aimais faire plein de choses, et c'est vrai que là, j'ai une vie bien remplie. Du coup, quelle est je sais pas, une semaine type là? C'est quoi la vie de Marie en ce moment? Alors, dans tous les cas, t'es obligé d'aller en stage à l'hôpital. Alors quand je suis quand je suis en mois de stage, du coup j'ai stage. En parallèle, j'ai mon téléphone qui vibre toute la journée et qui sonne entre midi et 2. Je m'occupe de gérer un peu. Maintenant, je donne plus de cours, parce qu'avant on donnait des cours, donc maintenant on a une quinzaine de salariés. Ah ouais, ok. Donc on n'a plus à s'occuper des cours, mais bon, le reste quand même prend beaucoup de temps, les inscriptions, tous les petits couacs qu'il peut y avoir dans une entreprise et dont il faut s'occuper. Alors là, on a trouvé une super rencontre avec Isabelle, que tu as vue en arrivant, qui est notre assistante de direction, et qui nous aide énormément, et j'espère que ça va aller en s'améliorant, et on va de plus en plus pouvoir déléguer, et pour arriver au dernier mois proche du concours, en pouvant vraiment avoir du temps pour travailler, et en se détachant, en déléguant un peu plus le travail. C'est une question que j'ai posée à ceux qui font du sport, à Guillaume et à Baptiste. Est-ce que ça te coûte dans tes relations à l'hôpital? Est-ce que tu te sens un peu cramé par l'énergie que tu mets à côté? Est-ce que tu as déjà été, je sais pas, soit absente, soit un peu la tête ailleurs en stage à l'hôpital? Oui. Ouais. Honnêtement, ce serait mentir que de te dire non. Ça me coûte déjà la fatigue, bien sûr. Quand je suis au bloc, par exemple, et que je suis en stérile, et que je sais que s'il y a une urgence, je peux absolument rien faire. Ça te coûte à ce point quand même. T'as la tête prise quand même, parce que en fait, je suis rentrée dans un truc où j'ai quand même besoin de pouvoir me dire que je suis disponible. S'il y a une cata, je peux faire quelque chose. Je peux c'est des trucs bêtes, tu vois. Mais demain la porte s'ouvre pas, le cours peut pas se faire parce que la porte ouvre. S'ouvre pas, il faut que je puisse être là et gérer, appeler le menuisier et dire, c'est tout con, mais c'est des trucs comme ça où tu te dis, waouh, là, j'ai 2 heures devant moi, le chirurgien il m'a proposé de me mettre en stérile, je suis en stérile, s'il se passe quelque chose, je ne peux absolument rien faire, et je ne serai pas au courant. Donc bien sûr que dans ma tête, ça joue. Après, j'ai appris à vivre avec ça. Je pense pas que ce soit quelque chose qui me déplaise, en fait. Ouais, c'est ce que je vais te dire. Ça te plaît finalement, cette euphorie là? Voilà, c'est des responsabilités, c'est une excitation, c'est de l'adrénaline. Je m'ennuie pas. Et voilà, je pense que c'est
mon way of life. Tu vois, Est-ce que tu fais du sport? Oui, en plus de en ça. En tant que médecin, t'es obligé. C'est ça. Donc, j'ai 2 entraînements par semaine minimum de rugby. De rugby, ok. Je fais du rugby, les matchs le dimanche. Ça, c'est un. Alors, pour la petite histoire, j'ai commencé le rugby à l'ACTR, donc à l'association de médecine de rugby. Ouais. Avant, je faisais du judo. J'ai fait beaucoup de judo jusqu'à ma passesse, en fait. Okay. Et alors, j'ai pris pas mal de poids en première année. Et donc, j'ai pas retrouvé ma catégorie de poids, donc ça m'a déçue. Et donc, au final, je me suis dit, bon. Je vais changer sport. Et du coup, j'ai commencé le rugby à la fac. Et mon coach de la fac m'a dit écoute, Marie, ça se passe bien pour toi le rugby. T'as pas d'appréhension due au judo. En fait, j'avais pas d'appréhension du contact. T'es sportive, etc. Tu devrais essayer de te challenger et t'inscrire dans un club et pas forcément rester que à la CTR. Et au final, je me suis inscrite à Colomiers. J'avais jamais fait de rugby. Je rentre dans un club où c'est quand même de la Fédéralu, donc c'est pas le niveau le plus bas, quoi. C'est un bon niveau de rugby féminin. À quel poste? Et en seconde ligne. Donc vraiment devant. Toujours devant, quoi. C'est ça, exactement. Je mets la tête devant. Et au final, ça se passe très bien pour moi. Je commence petit à petit à gagner en légitimité et donc aussi à prendre des responsabilités, à avoir un rôle de leader dans cette équipe aussi, parce que c'est mon tempérament et que je suis comme ça. Et je pense que les entraîneurs, ils le savent et ils utilisent aussi cette force que j'ai de leader et donc ils me donnent. Alors je suis pas capitaine de l'équipe, je suis capitaine de touche. Donc c'est t'annonces. C'est ça, j'annonce. Et c'est quelque chose que j'adore. Et je sais que petit à petit les entraîneurs me font de plus en plus confiance et j'ai de plus en plus de rugby. Donc ça fait partie aussi des contraintes que j'ai qui sont actées avec mes entraîneurs aussi. Je leur dis, ils savent très bien que le rugby c'est pas ma vie non plus. Ouais, mais pour le coup c'est un niveau qui demande un certain engagement. Bien sûr. Donc, et puis même par rapport aux filles, par rapport au groupe, je peux pas arriver un jour puis ne pas venir l'autre et puis ne pas pouvoir venir au match ou venir alors que je me suis pas entraînée. Enfin, bien sûr, il y a vraiment cette notion de sport co qui n'était pas présente quand je faisais du judo. Là, c'est pas que je m'entraîne pas que pour moi, je m'entraîne aussi pour mes copines. Et du coup, ça a été un deal qui a été acté avec les entraîneurs dès le début d'année. Tu vois, on a eu un petit peu un entretien il y a pas longtemps pour dire cette année ils savent que c'est mon année avant mon concours, donc ils sont assez conciliants et on essaye de faire en sorte de programmer. En fait, dans ma vie, plus les choses elles sont dites, plus les choses elles sont programmées, plus les choses elles sont actées, moins ça a de répercussions négatives. Donc en fait, ils savent qu'il y a certains moments où j'aurai les partiels, j'aurai le concours, je vais pas pouvoir être forcément disponible, mais on se l'est dit, on a établi un plan et normalement ça devrait le faire si on arrive à le suivre, eux et moi. Ok, incroyable. Quelle vie à 400 000 à l'heure. Tu veux toujours devenir chirurgien? Mais parce que là, pas sûr. Il me semble qu'à un moment donné, je sais pas, il faudra une 25e ou 26e heure pour gérer tout ça. C'est ça. Alors, pendant mon année de césure, j'ai fait un stage. J'ai fait un. Comment ça s'appelle? Un service civique pendant un an au Rubies. Parce qu'en fait, je me suis arrêtée donc un an et je me voyais pas non plus faire que la prépa. Il fallait quand même que je fasse autre chose. Et donc, je me suis engagée dans une asso, les Rubies, qui est une asso de rugby santé qui est présidée par le docteur Stéphanie Moton, qui est gynéco à Toulouse. Cette femme m'inspire énormément. Donc là, tu vois, souvent je me dis, si c'est demain les choix, qu'est-ce que tu ferais? Et je pense que je ferais gynéco-ops. Mais ça change tous les 2 jours. J'aime bien la Med-G aussi, tu vois. C'est pas une porte que je me ferme du tout. Parce que la Med-G, c'est aussi, je pense, une des médecines que tu peux faire le plus à ton image. Et ça, j'adore. Faire les choses comme tu le sens, avoir le cabinet qui te correspond, avoir l'activité qui te correspond. Donc, je me ferme pas la Med-G non plus. Je suis pas fermée. J'adore la médecine. Donc, franchement, dans tous les stages où je suis passée, j'ai adoré. Je suis sûre que je réussirai à me plaire, peu importe l'aspect que je fais. Je suis assez optimiste. On pourrait penser que tu vas exploser demain, mais il me semble que tu es pour autant à l'équilibre entre cet esprit médical, l'esprit d'entreprise, le sport. Bravo, c'est fou.
côté amical, ça roule aussi, j'espère. Parce Ça qu'il y a roule, moyen, mais il y a c'est moyen vrai. que ça prenne du temps, tout ça. Ouais, ça c'est vrai que c'est, tu vois, c'est le gros point noir de ma vie, on va dire. C'est que forcément que quand tu fais tout ça, t'as pas le temps de sortir autant que les autres, de faire autant la fête que les autres, d'être disponible à chaque fois qu'il y a un anniversaire, qu'il y a une soirée, qu'il y a... Et donc les gens, ça les fatigue à un moment donné quand ils te proposent une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois, ils se disent bon c'est bon, Marie, on va plus lui proposer. Donc ça, tu vois, ça fait partie des choses qui sont le revers de la médaille et qui sont pas forcément. C'est pas définitif dans tous les cas. C'est pas définitif non plus, mais voilà, les amis proches que j'ai, ils acceptent de pas me voir souvent, ils acceptent de passer au plan numéro pas au plan numéro 1 en tout cas, c'est ça. Et bon, c'est vraiment un des revers de médaille qui me coûte parfois. Et après, bien sûr, tout ce qui va être la légitimité, la crédibilité, j'ai du mal à accepter. Enfin, j'ai du mal à gérer le regard des autres quand même, mine de rien, tu vois. C'est-à-dire quand tu fais ça, forcément, tu mets ton image, tu t'affiches, voilà, tout le monde sait à Toulouse, à la fac, la majorité des gens savent que les cours pensants, tu vois, on est juste à côté de la fac, tout le monde nous a vu quelque part et maintenant on commence à être entre guillemets connus et ils savent que ça vient de moi aussi. Et donc les premières années, ça a été très difficile. C'était plutôt des remarques du type mais elle se prend pour qui celle-là, tu vois? Comment elle, qui est en deuxième, troisième année, va se dire qu'elle va coacher des passes, elle se prend pour qui? Pour se sentir légitime de coacher des premières années, de monter cette prépa, etc. Et donc, tu te bats forcément les premières années pour cette légitimité-là. Et donc, je pense que c'est ce qui te rend aussi meilleur parce que t'as pas le droit à l'erreur. Tu dois être vraiment, tu dois exceller, tu dois être, le contenu, tout ce que tu proposes, ça doit être parfait pour compenser ton jeune âge et compenser ce manque de légitimité. Alors qu'au final, moi, je pense sincèrement au fond de moi que c'est une force d'être jeune parce que on sort de la même épreuve d'il y a pas si longtemps et donc les conseils ils sont beaucoup plus précis. C'est strictement ce que disait Anne, donc qui a lancé la Martingale. Elle a au début créé ses fiches elle-même et puis au fur et à mesure elle a employé des personnes pour que les fiches proposées soient au plus proche de la problématique actuelle. Exactement. Et donc il n'y a pas mieux placé qu'une deuxième année ou une troisième année pour savoir ce que vivent une première année. Donc, et ça c'est ce que je pense vraiment au fond de moi, mais c'est vrai que de l'extérieur, tu vois, les gens de ma promo, les gens des années autour de moi, ils se disent mais ils se sont quand même beaucoup dit elle se prend pour qui à créer ça et elle est pas légitime et en fait elle fait ça que pour le fric, et bien sûr parce que tout le monde sait que les prépas c'est ultra lucratif et donc tout ce côté-là ça a fait partie des choses auxquelles je m'attendais pas forcément parce que peut-être que je suis un peu bisounours aussi et qui m'ont coûté. Toi t'as mis de l'énergie positive et c'était un allant hyper naïf. C'est clair. Mais je dis souvent que je pense pas que je serais là si j'avais pas été aussi naïve en fait. Parce que quand je me suis lancée, même tu vois tout le côté administratif, les impôts, les URSSAF, il y a tellement de difficultés tu vois, tu dois avoir des avocats, tu dois avoir des experts comptables, des commissaires aux comptes, des trucs. C'est un monde que je connaissais absolument pas, les assurances, c'est hyper compliqué et en fait je pense que le premier jour si on m'avait dit mais Marie tu sais ce qui t'attend, il va falloir que tu fasses ça, tu vas te prendre ça, j'y serais pas allée vraiment. Et pour moi j'avais la naïveté de me dire mais j'ai une idée, je vais la mettre en place puis on verra bien, alors qu'en fait c'est pas du tout ça la vie, tu vois. Ouais, mais à la fois c'est un truc que j'évoque souvent, tout le monde n'a pas les idées, ok, ça c'est la première étape et ensuite de passer de l'idée à la pratique, là c'est la deuxième étape qui est aussi immense et je pense que ce passage là il se réalise grâce à la naïveté. Oui. À la naïveté. Ah mais c'est sûr. Moi j'en suis convaincue. Si tu vois trop la montagne de près, t'y vas pas en fait. C'est ça. Mais tu vois, même quand j'en parle avec des gens qui ont plutôt l'âge de mes parents et qui eux du coup ont un peu plus de recul sur, en fait ils se disent mais aucun vieux n'aurait fait ça. Parce que quand t'es vieux, il aurait anticipé les problèmes. C'est ça exactement. T'anticipes trop les problèmes et tu vois trop le mal et
Et en fait, nous, on était des enfants qui ont un rêve, une idée, et qui se disent, je vais la mettre en place et puis on verra bien, quoi. Et puis si on tombe, c'est pas grave, on se relève. Et j'avais pas peur de l'échec. Alors après, quand tu commences à avoir des engagements financiers comme ce qu'on a fait là, ça commence à être plus difficile. Pas la même limonade de suite. C'est ça, c'est pas les mêmes enjeux. Mais j'ai toujours fait ça d'une manière hyper naïve j'ai une idée, je vais la faire. Mais même là actuellement, tu vois, on fait demain d'ailleurs, enfin la semaine prochaine, il y a la pré-rentrée qui commence, et on a créé une pré-rentrée all inclusive où en fait ils dorment sur place, et on les nourrit, et pendant, c'est un stage intensif où ils sont d'ailleurs, ensemble. on n'a pas parlé de ça, de côté cadet de santé, c'est ça. Ah oui, ça c'est aussi un autre truc. Tu veux les faire en mode militaire. C'est ça, mais c'est un peu la même idée, tu vois. Et donc en fait, ça c'est pareil, c'est des idées où tu te dis, mais enfin les parents ils me disaient, mais comment tu vas prendre cette responsabilité-là, de les faire manger, de les faire dormir, s'il se passe quelque chose, s'ils mangent un truc pas bon, s'ils sont intoxiqués, enfin. Et en fait, voilà, tout ça, c'est pas des choses que j'anticipe. J'ai une idée, je me dis, voilà, moi je trouve ça hyper chouette de faire un stage all inclusive, let's go. Ça n'existe pas à Toulouse, ils font pas ça, nous on va le faire. Comme ça va créer un fort lien entre eux, on va pouvoir les coacher de A à Z. Enfin, ça va être trop chouette. Et donc on le fait, tu vois. Et c'est cette naïveté qui nous porte et qui fait qu'on en est là aujourd'hui, c'est sûr. Marie, bravo. C'est sans doute le plus important, d'aller au bout de ses rêves, en fait, de pas faire fi des embûches, des obstacles, de ce que disent les autres surtout. Ensuite, les autres, est-ce qu'ils le disent vraiment ? Parce qu'on a vite fait de peut-être avoir de faux échos, mais je pense que les vrais amis seront ceux qui seront très heureux pour vous. C'est clair. Et donc bravo. Un petit message du coup je sais pas, pour dire aux gens de foncer s'ils ont des envies et des idées. Ah oui, c'est sûr. Moi, si j'ai une chose à dire, c'est... Enfin, pourquoi ne pas essayer, quoi. Foncez, allez-y, soyez acteur, faites ce que vous avez envie faites ce que vous avez dans la tête. Dans les tripes, ne vous freinez pas. En fait, ne vous mettez pas de plafond de verre. Vraiment. Mon message, c'est ça, c'est ne pense pas que c'est trop grand, trop fort pour toi, qu'il y a que les autres qui réussissent, qu'il y a que les autres qui... Je coach mes élèves aussi comme ça. Parfois, tu rentres en PACES, tu te dis, bon, les 50 premiers, c'est inatteignable, jamais de la vie, tu vois. Et en fait, souvent, on se met des plafonds de verre soi-même sur la tête, et ça nous empêche de grandir. Et moi, vraiment, s'il y a un conseil que je peux donner, c'est enlever tout ça, quoi. Briser ces plafonds de verre. Si vous rêvez grand, essayez, travaillez dur, parce que honnêtement, pour rêver grand et pour avancer et atteindre ces grands objectifs, il faut beaucoup travailler. Il n'y a pas de secret. Franchement, finalement, c'est un savant mélange entre la naïveté c'est ça. Et l'énergie à fond aussi, quoi. L'énergie, le travail, franchement... voilà, il y a rien qui vient qui arrive au hasard, il y a rien qui vient tout seul. Il faut accepter l'échec aussi, il faut accepter de prendre des coups, il faut accepter il faut se relever, se servir de ça pour avancer et à un moment prendre des décisions. Je pense que c'est ça aussi notre force, c'est qu'à un moment donné, si tu fais trop du surplace, si tu réfléchis trop, est-ce que ma couleur, elle serait plus rouge ou orange ? Est-ce que... Allez, à un moment, bon, on prend orange et on avance. L'autre question, le logo, on va faire comment ? Bon, allez, on fait ça et puis on avance. Puis si c'est pas parfait, c'est pas grave, mais au moins t'avances, tu vois. Ça, c'est aussi un défaut que peuvent avoir les personnes qui se prennent trop la tête et qui veulent tout faire parfait, et donc qui se disent, bon non, là c'est pas parfait, on n'y va pas. Donc, je pense que vraiment... tu t'enlèves les plafonds de verre et t'as pas peur de l'échec, t'avances et tu prends des décisions à un moment quand il faut les prendre et t'arrêtes de réfléchir 50 ans avant d'avancer, ça te mène où on est là actuellement. Bravo. C'est quoi la suite de la prépa ? T'as des objectifs comment là ? Tu sais que peut-être que l'internat va t'amener à l'extérieur de Toulouse, ou tu veux absolument rester ici du coup ? Ça, c'est une bonne question qui trotte dans ma tête de plus en plus on se rapproche de l'échéance, bien sûr. Je prends souvent les choses comme elles arrivent et je me dis qu'il n'y a pas grand-chose qui est là par hasard. Et tu vois, si je suis amenée à changer, ce sera peut-être pour ouvrir une prépa dans une autre ville et que finalement, si je prends ça comme un échec à un moment A, peut-être que le moment B, en fait, je me dirais, mais en fait, il y a rien qui a été plus beau que ce qui m'est arrivé, puisqu'au final,
final, ça m'a permis de monter ça, de rencontrer telle personne et d'avoir ces projets-là. Donc, je suis pas du tout fataliste. Je suis hyper optimiste. Bien sûr que je pense que là, si demain tu me demandes où est-ce que tu veux être, peut-être que je te dirai Toulouse et que si j'ai pas Toulouse, je vivrai ça comme un échec. Mais je pense que dès le lendemain, j'aurais rebondi et je me dirais, bon, ben, cool, on va rencontrer des nouvelles personnes, on va découvrir une nouvelle ville et puis on va montrer Courponçant à Montpellier ou ailleurs. Marie, bravo. C'était un épisode incroyable, plein d'énergie. T'éclates tout sur ton passage, t'amènes tout le monde dans ton sillage et bravo. C'est trop gentil, merci. On te souhaite le meilleur pour médecine, la prépa, les amis, le couple, tout ce que tu veux, l'entrepreneuriat et la famille surtout. Ouais. Merci pour l'énergie. À bientôt tout le monde pour de nouveaux épisodes. À bientôt, merci pour l'écoute. Voilà, c'était un épisode de Médecin qui es-tu. Merci d'avoir écouté. Je vous invite à vous abonner en cliquant sur la petite clochette. Comme ça, vous serez averti de la sortie de nouveaux épisodes. À bientôt.